Peut-être juste avant qu'on commence, j'aimerais dire un mot sur pourquoi est-ce que Louis-Thomas et moi, on voulait présenter ensemble, en fait, nos livres. Donc, officiellement, c'est lui qui me parle, mais je vais aussi lui parler un peu de son livre. D'abord à cause de sa décision de faire ça à Liège, donc il n'y a pas eu de lancement. T'en as fait un à Québec, mais il n'y en a pas eu par l'édition. On voulait faire ça ensemble, pas à Montréal. Puis on voulait faire ça ensemble parce que, c'est vraiment une anecdote, là, mais je crois beaucoup à, puis lui aussi je pense, mais là je parle en ton nom, à la communauté intellectuelle. Puis Louis-Thomas et moi, quand on a commencé à cohabiter en colocation, moi je venais de finir un mémoire sur Virginie Despentes. Lui, c'est un marxiste invétéré. Donc on a commencé, on avait chacun nos bibliothèques. Moi j'avais ma bibliothèque, j'avais Despentes. Il lisait déjà Despentes, hein. Moi je lisais pas encore Marx. Puis lui il avait sa bibliothèque avec Marx, Lukács et tout. Et 2 ans plus tard, il venait de faire un postdoc sur Despentes et les 200 premières pages de ma thèse étaient marxistes. Donc je pense qu'on a vraiment, on a vraiment comme vécu c'est quoi une collaboration intellectuelle constante là-dedans. Donc qu'on lance ensemble, je trouve ça très très émouvant. Puis je suis vraiment contente qu'on puisse faire ça tous les deux ensemble. Bravo! Voilà. Merci, Léonard. Est-ce que tu veux commencer? Oui! Donc, on va commencer par ton livre sur l'échange prostitutionnel dans la littérature du 19e et 20e siècle. Je vais te poser quelques questions, puis ensuite, tu pourras me poser quelques questions, puis ensuite, on laissera la place pour des questions de la salle. Ça vous va? OK. Alors, dans la première moitié de ton livre, qui comporte 2 parties principales, tu abordes une réflexion sur la citation suivante de Walter Benjamin. Je cite: c'est seulement lorsque tout travail devient prostitution que la prostitution peut être considérée comme un travail. Donc, aphorisme assez connu de Benjamin dans le livre des Passages. Alors, je voudrais te demander comment la représentation de l'échange prostitutionnel dans les œuvres littéraires que tu analyses permet de problématiser cette citation de Benjamin et de penser notre rapport contemporain au travail du sexe. C'est une citation qui m'a vraiment... je vais en profiter pour vous raconter un peu c'est quoi la première partie du livre. C'est une citation qui m'a vraiment aidée finalement à conceptualiser les questions que je me posais. Dans le fond, la première partie du désastre, c'est beaucoup de... C'est 200 pages de délire sur une petite nouvelle de 5 pages, Les Demoiselles de Bienfilâtre, de Villiers-Adam, qui raconte en substance c'est un narrateur qui parle de 2 sœurs qui s'appellent Olympe et Henriette, qui sont des sœurs de joie. Donc, jamais le texte nomme directement que c'est des prostituées, mais c'est vraiment... c'est même pas implicite, là. Je veux dire, c'est très, très clair dans le texte. Et ce qui est particulier dans ce texte-là, c'est le narrateur, de façon très, très Villiers de l'Isle-Adam, décrit ces sœurs-là en les encensant complètement. Ce sont des bonnes bourgeoises. En fait, c'est des parfaites bourgeoises, genre parce qu'elles vendent tout, puis elles le font bien. Puis elles ne sont pas déshonorées par, le texte dit, le saint calus du travail. Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe amoureuse. Et là, c'est la déchéance sociale, parce qu'elle se met à donner ce qu'elle vendait par le passé. Donc, elle arrête d'être une bonne bourgeoise. Et le texte explique comment la famille essaie de la récupérer, de la ramener dans le droit chemin, qui est le chemin finalement capitaliste, donc qui serait l'idée de faire de l'argent avec tout. Et finalement, bon, elle n'est jamais ramenée dans le droit chemin et elle meurt de honte, de sa honte donc de se donner gratuitement. Jusqu'à ce que, quand elle est en train de mourir, le prêtre vient pour l'absoudre, pas l'absoudre, mais lui donner merci. J'ai pas été baptisée, moi. L'extrême onction. Et là, elle avoue toutes ses fautes étant évidemment de s'être donnée pour rien. Et là, son amoureux arrive avec de l'argent dans les mains et elle le regarde et elle se sent enfin rachetée. Donc, toute l'ironie du texte tourne autour du vocabulaire sacré associé à la bourgeoisie. Villiers, c'est un grand critique de la bourgeoisie en général. Mais ce qui m'intéressait pour revenir à ta question, ce qui m'intéressait dans cette nouvelle-là, c'était comment est-ce qu'on fait finalement de la prostitution toujours l'apogée ou l'extension maximale du travail, là où le travail est à la fois complètement... On comprend ce qu'on dit quand on dit « je me prostitue pour faire quelque chose » de façon un peu métaphorique. On comprend que ça veut dire « on me donne de l'argent, mais je n'ai pas vraiment envie de le faire ». Donc là où le travail est à son
son apogée, le plus de travail qu'on peut faire, et en même temps ce qui est nécessairement refusé comme étant un travail, très clairement chez Villiers. Si on comprend la critique que Villiers fait de la bourgeoisie, c'est parce que du même coup, on comprend qu'il n'y a rien de plus bourgeois finalement que de se prostituer, et qu'il y a en même temps rien de moins bourgeois que se prostituer, parce que ça ne fonctionne pas dans les valeurs, ça ne fonctionne pas dans la morale. Et bon, moi, ça me posait problème. Ça me posait problème qu'on comprenne que je comprenne, mettons, si facilement cette ironie qui était fondée sur le fait que je refusais que la prostitution soit un travail, tout en concevant que la prostitution était le mauvais travail par excellence. Parce que je me disais, mais comment ça se fait puis je me suis démultipliée en disant on rit encore, on comprend spontanément, alors que quand même, dans la plupart des milieux intellectuels de gauche, on a tendance à être pro-sexe. Et à donc tomber tout à fait d'accord avec ce narrateur, dont par ailleurs, on comprend l'ironie. C'était un petit peu la grande question de la première partie du livre. Et Walter Benjamin est venu à ma rescousse avec cette phrase-là, qui est un magnifique chiasme qui, finalement, décrit très, très bien tout ce que je viens de vous dire. Villiers a dû le faire en 6 pages avec sa nouvelle. Il n'était pas aussi économe que Benjamin qui l'a fait en une antanaclase. Antanaclase, pour les non-littéraires dans la salle, c'est quand un mot change de... Quoi? Il n'y en a pas beaucoup. Même pour les littéraires. Pour ceux qui n'ont pas enseigné 101 au cégep dans la dernière année, antanaclase, c'est quand un mot, on garde le même mot, mais ça change de sens. Dans le chiasme de Benjamin, on a exactement ça. On a la prostitution peut compter comme travail. Quand tout travail devient prostitution, on comprend ici comment la prostitution elle vient de changer de sens. Puis quand on rabat les deux prostitutions l'une contre l'autre, on se retrouve exactement avec ce nœud qui m'intéressait dans Les Demoiselles de Bienfilâtre. Mais ce qui m'intéressait au-delà de ça, finalement, c'est que je me suis rendu compte que l'usage du mot prostitution, comme ça, il glisse tout le temps. On l'utilise tout le temps de façon métaphorique pour parler de ce qu'il y a de pire dans le travail, au point où on n'est plus capable de penser qu'est-ce que c'est finalement la prostitution, parce qu'on l'entend tout de suite dans sa mauvaise métaphore. Je m'en suis rendu compte beaucoup en lisant Marx, grâce à Louis Thomas. Mais bon, quand on veut parler de travail, on ne peut pas passer à côté de lire Marx ou de ce qui ne va pas dans le capitalisme, dans le fond. Puis finalement, la prostituée, la prostitution, le proxénète finissent par métaphoriser, ou même métaphoriser, ça ne peut pas être le bon mot, tellement ça glisse, là, devenir une image vraiment de tout ce qui ne va pas dans le capitalisme à chaque fois. Donc, une marchandise, c'est une prostituée, les proxénètes finissent par faire l'image du capitaliste. Puis, j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas faire, finalement, bouger un peu cette interprétation-là. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans Boule de Suif. Hein? Boule de Suif, ça a l'air d'être... Donc, Boule de Suif, je ne vais pas le résumer, mais il y a une prostituée, puis on a tendance à avoir pitié d'elle parce que c'est assez horrible ce qui lui arrive. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont lu. Puis, on a peut-être l'impression que c'est très gentil, pas gentil, mais que ça montre quelque chose de beau sur la prostitution. Mais en fait, non, parce que ce que la narration nous explique dans Boule de Suif, c'est que pour pouvoir trouver que les bourgeois sont vraiment des sales bourgeois, il faut qu'on mette comme point de comparaison une prostituée. Ils sont des sales bourgeois parce qu'ils sont pires qu'une prostituée, finalement, aussi. Donc, on a cette espèce de mouvement-là que j'ai vraiment essayé d'expliquer ou de réfléchir. Et Benjamin a volé à ma rescousse, comme il le fait souvent, avec ses aphorismes extraordinaires. Merci beaucoup. Alors, c'est un très bon résumé de la première partie du livre que j'ai lu. Je vous le dis, je l'ai lu. Donc, mais à la charnière entre les deux grandes parties du livre, tu fais une analyse vraiment fascinante de 2 tableaux. L'Olympia de Manet et puis la Vénus de Cabanel. Donc, tu montres comment la Vénus présente un féminin nu que tu dis naturalisé, c'est-à-dire qui se prête à la consommation dans la mesure même où il dissimule son caractère de marchandise, qu'on peut plus facilement consommer parce qu'on n'a pas, paradoxalement, à se voir comme client quand on le consomme. Au contraire, l'Olympia de Manet mettrait de l'avant son caractère produit, son caractère de marchandise. Il assumerait son caractère de marchandise d'une façon qui provoque et qui pourrait produire en tout cas l'effet paradoxal de bloquer ou de suspendre la jouissance du client. Donc j'aimerais t'entendre sur ce que cette analyse-là nous dit de la façon dont la marchandisation se dissimule dans nos désirs de transcendance, dans nos relations, souvent dans la société capitaliste, et aussi ce que ça nous dit de la façon dont la rencontre qui s'assume comme contrat économique et qui annule donc la rencontre humaine peut aussi se transcender malgré elle dans le fantasme, dans l'invention, dans tout ce que tu vas décrire dans la deuxième partie
à laquelle je vais arriver juste après. Oui, si vous voulez, attends, regardez, là, si vous avez le livre avec vous puis que vous n'avez jamais vu Olympia, j'ai regardé, c'est à la page 241. Vous pouvez suivre, sinon vous pouvez aller l'acheter. Puisqu'on parle de marchandises. Alors, d'abord, avant de commencer, je veux quand même rendre à César ce qui revient à César. C'est une analyse qui fait suite, l'analyse que je fais, c'est une analyse qui fait suite à l'analyse de Charles Bernheimer, que je croise un peu avec une analyse de Annie Lebrun, en fait. Donc, Charles Bernheimer a écrit un livre qui s'appelle Figures of Ill Repute, qui est, selon moi, vraiment le plus beau livre qui a été écrit sur la figure de la prostituée au 19e siècle. Vraiment très intelligent, je vous en recommande la lecture. Mais rapidement, Olympia de Manet, pour ceux qui n'ont pas le livre et qui ne l'ont pas en tête, ça représente une prostituée. Je veux dire, même quand on va sur le musée d'Orsay, ils la décrivent en disant la Vénus s'est faite prostituer avec l'Olympia de Manet. Donc, puis Olympia, je vous ai dit tantôt, elle s'appelait Olympe, la fille dans Villy l'Adam, Villy l'Adam, Demoiselle de Mieux-Filâtre. Donc, Olympia, c'est un nom commun de prostituée à l'époque. Et ce qu'elle a de particulier, ce qu'il y a eu de particulier, ce tableau, donc de la fin du 19e siècle, c'est, on voit une prostituée comme ça qui est sur le lit, mais qui n'est pas tout à fait alanguie, en fait. Elle est très posée. Elle a même l'air vaguement ennuyée, et cet ennui-là a été important pour moi dans la réflexion. Elle nous regarde. Ça, c'est une autre particularité, c'est que c'est la particularité du regard, qui est une particularité chez Manet, là, dans Le bar aux Folies Bergères, qui est un autre tableau très, très connu de Manet. Bon, l'analyse connue du bar aux Folies Bergères, c'est le fait qu'on se voit dans le miroir, on étant un homme avec un chapeau melon, mais je suis capable de m'identifier, n'importe qui. On se voit dans le miroir être regardé par la serveuse, mais on a mais en même temps, elle nous regarde un peu de biais, le reflet ne fonctionne pas, donc l'adresse dans le regard compliqué chez Manet, c'est quelque chose d'important. Puis on l'a chez Olympia. Elle nous regarde, mais elle nous regarde un peu blasée. Et c'est un tableau qui a vraiment fait scandale. Qui a fait scandale parce que les gens ne le trouvaient pas beau, les gens riaient et tout. Si vous avez lu l'œuvre de Zola, c'est un peu cette histoire-là qui est reprise dans l'œuvre. Puis, on trouvait que la composition n'était pas belle, qu'elle avait l'air d'un singe, qu'elle avait l'air morte. Donc, on lui a reproché beaucoup de choses à ce pauvre tableau, qui est par ailleurs un tableau vraiment charnière dans la modernité maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait de scandale comme ça. Je pense que c'est Foucault qui en parle, mais tout le monde en parle. Hein. Foucault dit d'autres choses plus intéressantes, plus spécifiques, mettons, que ça. Mais c'était aussi le fait qu'on... en fait, la question de Foucault, c'est pourquoi est-ce qu'il a fait de scandale, alors que c'était certainement pas la nudité féminine, évidemment, qui faisait scandale, puisque tous les tableaux que tout le monde adorait représentaient la nudité féminine. Puis le rapprochement entre les deux toiles que fait Bernheimer, que je reprends et que j'amène ailleurs aussi, c'est avec la Vénus de Cabanel. Donc, la Vénus de Cabanel, c'est une femme, vous allez voir, c'est très, très agréable comme tableau. Il est dans le livre aussi. Il n'y a pas de droit sur ces tableaux-là, fait que c'est pratique. Elle est toute alanguie, elle ne nous regarde même pas. Elle est comme sur de l'eau, dans un coquillage, c'est tout doux. Et même Zola l'avait décrite en disant... on dirait une délicieuse lorette. Donc, lorette, c'est une forme de prostitution à l'époque. Non pas de chair et d'os, c'eût été indécent, mais comme une meringue dans un fleuve de lait. Et ça, Annie Lebrun reprend cette phrase-là de Zola en disant, oui, vraiment, le 19e siècle devient, tout est consommable et tout est comme un peu prédigéré, finalement. Tu n'as pas besoin de te confronter au fait que tu es en train de consommer cette image-là quand elle n'est pas de chair et d'os, justement, quand elle est déjà meringue. Et la question de la décence ou l'indécence m'intéressait parce que finalement, elle est décente, c'eût été indécent qu'elle eût l'air d'une lorette, elle est décente, alors que Olympia, on lui reproche justement d'être indécente. Et ce que je trouvais intéressant, c'est finalement, pas finalement, mais notamment, Olympia, on lui reproche d'être indécente parce qu'elle nous met, nous, comme spectateurs et comme clients, on est vraiment regardés comme un client, devant cette consommation-là d'une prostituée, avant qu'on ait projeté sur elle la Vénus alanguie ou qu'on ait projeté sur elle notre fantasme. Elle est purement la surface, finalement. D'ailleurs, on a Bataille, Foucault, les gens ont beaucoup dit, les gens, Bataille, Foucault, les gens ont beaucoup dit que c'était justement l'avènement de la suppression dans la peinture et tout, que c'était juste de la peinture, Olympia. Puis je pense qu'ils ont raison, mais ils ont aussi raison parce que c'est aussi avant... ils ont raison de la suppression dans la mesure où c'est la suppression de notre image de ce qu'on devrait projeter sur la prostituée. Puis, donc, je trouvais ça vraiment intéressant de penser que finalement, ce qui se montre dans le fait que c'est dans la consommation, c'est moins digestible que ce qui nous montre pas la consommation. Le fait qu'on voit qu'Olympia, c'est une prostituée qui attend son client, puis qui n'a pas l'air de le désirer particulièrement,
mais qui n'a pas l'air non plus d'une grande déchéance, parce qu'on pourrait représenter une prostituée très qu'il n'y a rien qui va, puis là, ça irait aussi, parce qu'on aurait le jugement moral, ça fonctionne quand on a le jugement moral. Mais elle est juste là, vraiment blasée, ennuyée, à nous regarder en montrant cet ennui. Évidemment, je projette des choses sur le tableau, mais ça fait partie d'une lecture, je pense. Elle devient moins comestible parce que se montrant dans son caractère à être consommée. Puis, dans le fond, parce que là, je parle très peu de Despentes dans mon livre, étonnamment parce que j'ai beaucoup lu Despentes, mais si je devais faire un lien avec Despentes, qui va être le sujet pour ton livre, je pense que Despentes fait la même chose. Despentes, dans sa vulgarité, dans son indécence, devient moins consommable qu'une autre figure qui montrerait un érotisme qui tout à coup se montrerait pas dans son indécence et donc serait tellement facilement consommable. Puis je pense que Olympia a créé ça, puis elle nous permet de penser autrement aussi la prostitution que comme un objet de consommation, puisque ou comme un échange de consommation, puisque c'en est un aussi qui force, quand on le regarde, à se poser la question de ce que c'est, finalement. Puis Despentes dit qu'elle écrit de chez les invendus. Ah oui, en plus, oui, tout à fait. Puis elle désacralise le sexe constamment, Despentes et Olympia, je le fais pas, mais je passe à la prochaine? Oui, vas-y. Merci. Donc, si la première moitié de ton livre montre avec De Villiers, avec Marx, Lukács, Benjamin, comment la littérature du 19e siècle représente l'échange prostitutionnel comme l'apogée du capitalisme, de la réification qui, comme tu le montres très bien, annule la rencontre humaine en la rendant parfaitement mesurable. La deuxième moitié de ton livre, qui nous amène tout à fait ailleurs, montre comment la littérature, et notamment au 20e siècle, permet de penser l'échange prostitutionnel et le contrat qu'il instaure comme le lieu où se jouerait, pour reprendre tes termes, le désastre d'une rencontre qui répète compulsivement son échec, une rencontre qui n'en finit plus de ne pas advenir. Donc ma question, ce serait en quoi l'échange prostitutionnel se prête à penser cette non-rencontre comme modèle fantasmatique de toutes nos rencontres, bien au-delà de l'échange prostitutionnel. Et est-ce qu'on peut dire donc que la deuxième partie de ton livre réfute la première ou qu'il faut penser les deux ensemble? On pourrait dire, autrement dit, on pourrait dire, est-ce qu'on peut penser économiquement, sociologiquement, les questions que tu poses, sans perdre de vue la dimension fantasmatique qui prend forme dans l'économie, mais qui aussi en déborde les limites? Je pense pas qu'on peut penser du point de vue d'une quelque science, je pense qu'on peut penser de façon positiviste, ces questions-là. Donc, à partir du moment où on est dans une science qui par son regard, je ne dis pas que la sociologie doit être positiviste, mais à partir du moment où on serait dans une pensée qui voudrait pouvoir s'appuyer puis avoir une réponse, s'appuyer sur des faits, je pense qu'on a du mal à penser le fantasme, c'est sûr. Mais c'est une bonne question. Est-ce que ça annule ou est-ce que ça complète? Est-ce que... je ne suis pas sûre. Est-ce que ça réfute ou est-ce que ça complète la deuxième partie, la première partie? Mais je vais dire avec beaucoup le mot m'échappe. Je veux dire que c'est comme une dialectique. Je pense que ça dialectise avec pas vraiment de sursomption à la fin. Mais j'avais vraiment besoin... L'enjeu de mon livre, c'est la deuxième partie. Je pense que je pourrais dire ça. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à la deuxième partie, qui est de penser la prostitution quand on arrête de le penser par rapport à la marchandisation, quand on arrête de le penser par rapport à l'échange d'argent ou à la question morale. L'enjeu de ma première partie, c'est de montrer à quel point c'est difficile de s'en défaire. Puis bon, clairement, parce que je me suis rendu compte, avec désarroi, en tenant le livre dans mes mains, que la première partie était même plus longue. La première est plus longue que la deuxième. Non, c'est ça, tu prends pas la question à la légère du tout. Non, tu montres comment c'est difficile, en effet, de s'en défaire. Je me souviens qu'au tout début, l'enjeu de le projet de ma thèse, c'était, parce que c'est à la base, c'est ma thèse, comme vous le savez tous, c'était de faire une étude sur la prostitution quand il n'y a pas d'argent. Puis ça a été très, très long, me débarrasser de l'argent, finalement. Puis je m'en débarrasse pas complètement. Parce que c'est un peu ce que tu as dit. Tu as dit l'échange d'argent en tant qu'il annule la rencontre, qui est vraiment l'enjeu de la deuxième partie, c'est l'annulation de la rencontre. Puis ça, c'est une thèse de Zimmel, qui est un économiste. C'est ça son statut? Philosophe. Oui, c'est vrai, il n'a pas juste écrit sur l'économie. L'argent, je suis bien niaiseuse, il a écrit sur l'amour. D'ailleurs, à un moment, je cherchais désespérément une citation que j'avais lue vaguement sur la prostitution chez Zimmel. Et j'ai relu tout son Philosophie de l'argent, qui est comme une brique de 1000 pages,
pour pas le trouver, puis constater que c'est dans son philosophie de l'amour. J'étais comme, ah oui, c'est ça, on n'avait pas le même point de vue sur les choses. Mais donc, Zimmel arrive à cette idée que l'échange d'argent, c'est ce qui annule la rencontre. C'est cette magnifique phrase de Zimmel, quand on paye, on n'a plus besoin de regarder l'autre dans les yeux. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous, puis peut-être parfois heureusement, parce que sinon, mon Dieu, que ça serait épuisant la vie si on devait toujours être en dette. Ou je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà utilisé Airbnb, qui ont déjà utilisé Couchsurfing dans leur vie avant que Airbnb existe. Tu sais, quand on allait chez les gens, fallait qu'on leur soit reconnaissant. C'est tellement rassurant de pouvoir les payer, puis on n'a pas besoin de leur parler. Bon, bien, cette espèce de fait que quand on paye, on n'a plus besoin de rencontrer, c'est l'idée de Zimmel, et c'est ce que j'essaie de penser. C'est finalement... est-ce que ce qu'on trouve dans la prostitution, ou ce qu'on reproche à la prostitution, ou ce qu'on aime dans la prostitution, ça dépend, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de rencontrer l'autre. Mais ce qui m'intéressait, c'est, et pourtant, dans la littérature et dans beaucoup d'art, on ne cesse de vouloir rencontrer la prostituée. C'est un grand trope, la prostituée amoureuse. C'est la Dame aux camélias, c'est Pretty Woman, c'est Moulin Rouge, c'est Manon Lescaut. Toujours, on veut que, finalement, la prostituée nous aime. Puis je me suis dit, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, c'est ça qu'on demande à Olympia aussi, puis elle ne nous le donne pas, fait qu'on est fâchés, puis on quitte le salon en grand fracas. Ben, je me suis posé cette question-là. Comment est-ce qu'on peut penser la prostitution dans ce qu'elle vient jouer avec la rencontre? Et là, c'est là où je suis arrivée sur plus le 20e siècle avec Nelly Arcan et avec Duras. Là, on a vraiment changé le point de vue parce que là, je pense du point de vue de la travailleuse du sexe plutôt que du point de vue du client, ce que je faisais plus dans la première partie. Puis avec le titre, Le désastre de la rencontre, c'est la première phrase, une des premières phrases de Folle de Nelly Arcan. C'est ce jour-là, à 9h, rien n'aurait pu me préparer au désastre de notre rencontre. Je trouve ça magnifique comme phrase. Puis Folle finit sur d'avoir voulu rencontrer les êtres, de n'avoir pour finalement rencontrer que la catastrophe. Puis cette espèce de tension-là, le désastre et la catastrophe, m'intéressait beaucoup. Puis c'est un peu, j'ai essayé de voir comment, chez Arcan, finalement, on est dans une répétition compulsive de la non-rencontre. En général, dans les êtres en général. La première phrase de Putain, c'est « Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle. Voilà pourquoi il n'y a rien qui puisse m'arrêter. » Elle est toujours en train de dire qu'elle s'adresse sans s'adresser. Elle est toujours en train de mettre en scène le fait qu'on n'est pas capable de se rencontrer en essayant de tendre vers cette catastrophe, où la catastrophe, là, c'est rencontré. Dans la catastrophe, quelque chose arrive, c'est un dénouement. Puis là, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'elle mettait ça dans la prostitution. Je me suis dit, elle a raison. Elle a beaucoup plus raison que Maupassant, finalement. Qui Maupassant, lui, mettait ça avec la bourgeoisie. Bon, il y a quand même un siècle qui les sépare. Et après ça, je l'ai retrouvée avec Marguerite Duras, qui met la non-rencontre. Et elle, c'est différent, parce que c'est triste chez Arcan, le fait qu'on ne se rencontre pas. Alors que chez Duras, puis il y a de la prostitution partout chez Duras, même si ce n'est pas toujours thématisé, là, c'est vraiment la grande force de Duras, c'est que la prostitution partout, puis c'est presque si on ne la voyait pas, finalement. Chez Duras, la non-rencontre, c'est spécifiquement ce qui permet qu'il y ait une relation. Et c'est pour ça aussi qu'on ne voit pas la prostitution. C'est parce que la non-rencontre, elle est partout, puis elle n'est pas tragique, comme Nelly Arcan qui, elle, la problématise comme étant la spécificité de la prostitution. Donc, j'avais vraiment besoin de la non-rencontre. J'avais besoin de Zimmel pour penser la non-rencontre, pour après ça pouvoir voir comment... Donc, il y a une dialectique, c'est sûr. Oui, mais est-ce qu'on peut penser sans la littérature? Non, je ne pense pas en général qu'on peut penser sans la littérature, mais ça, c'est mon... donc, en sociologie ou en économie, oui, j'imagine, mais moi, je ne peux pas penser sans la littérature. Ta deuxième partie montre aussi que des choses qu'on pense, des rencontres qui sont annulées par l'économie, ce qui reste vrai, sont aussi annulées ou sont voulues comme des rencontres annulées par les modalités des rapports. Ça se joue beaucoup dans les rapports de la relation hétérosexuelle, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui ne veulent pas vraiment se rencontrer finalement et qui ont besoin d'un cadre qui annule la rencontre pour jouer le fantasme de ce que tu appelles très bien le désastre de la rencontre. Donc, je pense que la première partie se retrouve beaucoup dans la deuxième, mais elle montre comment on fait passer sur le dos d'analyse positiviste souvent des choses qui relèvent de nos résistances intérieures qui sont très, très tenaces et que la littérature, entre autres, permet d'explorer. De mettre en forme, vraiment, Est-ce que je vais avec la dernière question? Oui. Donc, je vais le faire court. Comme tu veux. Donc, moi, ça sera pas long après. Là. Donc, dans le chapitre de la première moitié du livre intitulé « Espace sécuritaire », tu décris très brillamment la préoccupation très actuelle
pour une clarté et une transparence dans les relations et les échanges interpersonnels. Une clarté qui emprunte beaucoup à la logique économique du contrat, comme tu le montres, même si ce n'est pas la même chose. Et en même temps, tu montres bien la persistance dans nos discours, dans nos textes littéraires, d'un désir de transcendance dans la rencontre, qui se déroberait à la clarté de l'échange qui balance complètement, pour reprendre tes termes encore une fois. Donc, comment ton livre permet de penser cette disposition que je dirais presque psychotique que nous avons face à des rapports de proximité qui rendent possible la transcendance de la rencontre, mais au prix de nous exposer à un danger qu'on a beaucoup de mal à tolérer. On veut la transcendance, on veut ce qui n'est pas calculable, ce qui n'est pas une relation dans laquelle les comptes ne balancent pas. Mais en même temps, on en a peur parce que ça nous expose à quelque chose qui déborde la clarté du contrat. Ça, j'ai trouvé que c'était très fascinant, puis ça dit beaucoup de choses sur nos psychoses contemporaines. Oui. C'est la fin de la première partie, c'est aussi le début de l'écriture, en fait. Quand je me suis posé la question de c'était quoi notre oui, on cohabitait, puis c'était la COVID, donc on se voyait à temps plein. Je me suis posé la question de c'était quoi un désir de clarté. On peut prendre l'exemple avec les traumavertissements, par exemple, de savoir à l'avance, de savoir comment on s'engage, par exemple, dans un livre. C'est quoi le contrat qu'on attend pour savoir à l'avance ce qui va se passer, pour pas être potentiellement dans un débalancement, et pour pas être potentiellement blessé. On a un désir de clarté comme ça dans nos relations. Puis en même temps, bon, je lisais beaucoup sur la prostitution, évidemment, parce que j'étais quand même en train d'écrire une thèse là-dessus, ou de penser ma thèse. Et je me disais, c'est drôle, c'est comme un fantasme prostitutionnel, finalement, parce que c'est quelque chose de plus rassurant qu'un contrat prostitutionnel, où tu sais exactement ce que l'autre te donne, ce que tu vas donner. Puis à la fin, tout le monde se libère. Puis il n'y a pas de dette. C'est un peu la même idée que finalement que Airbnb. Je me disais, est-ce qu'on n'a pas tous, en fait, un gros fantasme de prostitution? On n'est pas capable d'y penser parce qu'on a quand même, on y pense que c'est pas bien, que la morale et tout. On comprend Villiers. Alors je me disais finalement, est-ce qu'on comprend pas Villiers parce que Villiers nous rappelle, Villiers critiquait la bourgeoisie, puis que maintenant, quand on lit, finalement, ce qui est critiqué, c'est la clarté, c'est notre désir de clarté dans le rapport prostitutionnel. Puis, après avoir beaucoup réfléchi à ça, beaucoup écrit avec la question de la clarté, notre désir de clarté qui est compliqué du fait qu'on ne veut pas tout à fait que les choses soient claires. Je suis sûre qu'on l'a tous vécu dans une relation amoureuse un jour dans notre vie, quelque chose de cet ordre-là. Mon grand désarroi et ma grande joie a été de lire Roland Barthes, un petit bout de Barthes. Barthes, il finit toujours par dire les choses mieux que moi. C'est un tout petit extrait où il dit il y a 3 formes de contrat. Il y a le contrat, bon, je pense qu'on peut le penser de 3 façons. Il y aurait le contrat neutre, qui serait le contrat dont on a besoin tous les jours, comme le langage pour communiquer. Ça, il dit il y a le contrat qui serait le mauvais contrat, c'est le vil, c'est le bourgeois, c'est le donnant-donnant. Et après ça, il y aurait le bon contrat. Le bon contrat, c'est celui qui fait en sorte qu'on est libéré ce qu'il appelle les embarras imaginaires de l'échange. Je trouve ça très beau comme phrase. Et, à ma grande surprise, il dit, en ce sens, l'image même du bon contrat, ça serait le contrat de la prostitution. Hein? Avec la prostitution, je sais ce qu'on me donne, je sais ce que j'ai perdu, et voilà, le bon contrat, c'est la prostitution. Je me suis dit, ah merde, il l'a dit avant moi. Mais bon, je l'ai quand même mis dans mon résumé, donc j'ai assumé la chose. Mais je trouvais qu'il synthétisait quelque chose qui était très, très intéressant, là, puis d'un désir de bon contrat qui finit par devenir un désir prostitutionnel, mais ce désir-là est quand même compliqué de bien d'autres choses, notamment de questions féministes, de questions de questions contractuelles et tout, de plein d'autres choses, mais qu'il y a quand même quelque chose... La prostitution vient quand même coincer quelque chose d'un fantasme par rapport au monde puis à la rencontre qui ne peut pas s'arrêter à la question de l'argent, puis qui ne peut pas non plus s'arrêter à la question féministe, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre là qui se joue. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que le livre de Léonard, c'est un livre exceptionnel sur le capitalisme, sur la psychanalyse, sur le marxisme. C'est un livre qui est très freudo-marxiste d'ailleurs. C'est un livre sur la littérature du 19e siècle, sur la littérature du 20e siècle. C'est un livre qui fait un survol de tellement de théories féministes, de tellement d'approches différentes. Je ne t'arrête pas de dire que c'est pas un livre là-dessus, mais tu nous expliques la théorie féministe d'une manière absolument magnifique, puis très, très instructive. C'est un livre qui nous permet de penser les liens entre la littérature
et l'économie d'une façon tout à fait originale. Puis c'est un livre qui fait quelque chose que j'ai pas vu souvent. C'est un livre qui transcende, sans qu'on s'y attende, la dichotomie extrêmement difficile à éviter entre la position pro-sexe et la position abolitionniste quand on parle de ces questions-là. Donc, je voulais juste dire, lisez-le tout le monde. C'est vraiment un très bon livre. Merci. Donc, merci à toi. Merci. Puis je vais enchaîner avec quelques questions pour Louis-Thomas, avant que, si vous en avez, là, vous n'êtes pas trop tanné après, qui a écrit ce magnifique livre sur Despentes qui s'appelle Punk Rock Theory. Donc, les lecteurs de Despentes reconnaîtront le titre King Kong Theory dans Punk Rock Theory. Je pense que pour beaucoup de ceux et celles qui ont lu Despentes, il peut y avoir une espèce d'impression que Despentes, elle est facile à analyser. Parce que c'est féministe, de style, on a la thèse, on a juste à prendre King Kong Theory, paf, on l'applique sur Baise-moi, on a compris Baise-moi. Mais je pense que quand on s'y confronte, on se rend compte finalement que ça marche pas tout à fait, qu'elle part dans des extrêmes qui sont très, très différents. Puis je pense qu'une des grandes capacités de ton livre, des choses que... C'est la première monographie complète sur Despentes, j'aimerais le souligner. Donc voilà, et alors qu'elle est tellement lue et enseignée. Tu nous montres que finalement, quand on lit Despentes avec une grille à thèse, ça ne fonctionne pas. Qu'elle s'échappe un peu, ou que ça ne fonctionne pas tout à fait quand c'est trop pris déjà dans une idée précise. Qu'elle est prise, puis là je reprends 2 grandes parties de ton livre, entre une idée fluidité, comme destruction de l'identité, là, qui reprend ton sous-titre, et par ailleurs une écriture dichotomique, donc, où il y a vraiment une violence, finalement, où elle assoit des grandes positions, avec beaucoup de force puis d'assurance, mais qu'après ça, ça se dérobe. C'est un petit peu l'idée qu'on a avec King Kong Theory, l'idée de King Kong qui à la fois est violent, mais aussi se dérobe à l'identité. Donc, il me semble que dans ton livre, c'est vraiment l'articulation entre ces 2 esthétiques-là, de la fluidité et de la dichotomie. J'invente rien, c'est 2 chapitres de son livre, hein, je peux aller chercher très loin, qui font que tu arrives à penser chez Despentes. Donc, il y a une forme de dialectique, finalement, que tu lis avec une politique punk, entre le punk qui détruit les formes classifiées et celui qui permet une destruction qui est violent, qui divise le monde. Donc, j'aimerais ça, de façon assez large, que tu nous parles de comment est-ce que tu as relié le punk et l'écriture de Despentes. Et ce que je trouve qui est fort, c'est que tu le fais autrement que juste dire, finalement, Despentes, elle est punk. Donc, tu peux nous parler de cette dialectique-là entre dichotomie et fluidité? Oui, d'accord. Je vais essayer de faire ça brièvement. Donc, l'idée de départ, c'est qu'on vit dans un monde qui produit assez compulsivement ce que j'appelle dans le livre des formes. Donc, les formes, j'en parle beaucoup dans le livre, c'est quelque chose qui appartient à la tradition littéraire, à la tradition philosophique, à la théorie esthétique, mais aussi au social. Donc, les formes, les identités sociales qu'on nous assigne et qu'on s'assigne nous-mêmes, sont des formes, à mon sens, des identités qui nous mettent en forme. Et donc les formes, la forme, c'est bien important de comprendre de mon point de vue que la matière de la forme, ce sur quoi la forme travaille, ce que la forme met en forme, c'est toujours ce que j'appelle la fluidité. La fluidité humaine, la fluidité inhumaine, post-humaine, tout ce que tu veux, peu importe. La fluidité, c'est-à-dire ce qui déborde, ce qui ne te laisse pas contenir. Par définition, c'est pas mal ça, la fluidité, ça déborde. Et puis les formes, c'est ce qui empêche les choses de déborder. Et c'est pour ça que la forme, dans ma réflexion, est liée toujours à la répétition, à l'habitude, à la convention, parce qu'il faut toujours empêcher que la fluidité déborde. Donc, il faut répéter, il faut s'habituer, il faut entrer dans la forme, il faut s'habituer à la forme. Donc, le point de départ, c'est la fluidité et sa mise en forme. Dans le cadre de mon livre, c'est par l'identité.
Donc, les formes sont affaires de convention, d'habitude, de répétition, et aussi, on pourrait dire, de réification, pour prendre les termes que tu utilises abondamment dans ton livre. Quand tu dis justement, quand tu expliques très bien que pour Marx, les individus dans le capitalisme n'entrent pas directement en relation, mais ils entrent en relation comme représentants de leurs marchandises. C'est vraiment grâce à ton livre que je suis capable d'expliquer ça comme ça ici. Puis, je rajouterais qu'on entre aussi en relation en tant que représentant de notre forme, en tant que représentant de l'identité qui nous met en forme. Les relations ne sont pas directes, sont médiatisées par notre forme. Et là, chez Despentes, c'est un type de relation spécifique qui est mis en scène tout le temps dans tous ses livres, c'est le clash des formes, c'est l'affrontement violent entre les formes conventionnelles, les formes alternatives, les formes anciennes, les formes nouvelles. Et c'est des formes qui se présentent comme des identités. Les prolétaires contre les bourgeois, les femmes contre les hommes, les queers contre les hétéronormatifs, les enfants contre les adultes. Ainsi de suite. C'est toujours sous la forme d'un affrontement violent entre deux positions, entre deux formes, d'où l'idée de la dichotomie. Donc, c'est ça, la fluidité d'un côté et la dichotomie de l'autre. Et ce qui arrive, c'est que dans le monde dichotomique où les formes s'affrontent constamment, dans la lutte entre les formes, on retrouve ce que j'appelle la mise en forme de la fluidité parce qu'on s'oppose aux formes dominantes, on s'oppose à ceux qui représentent les formes dominantes en représentant des formes qu'on revendique pour soi. Donc, c'est très difficile d'échapper à la forme, même quand ce qu'on revendique, c'est la fluidité. On connaît ça aujourd'hui. C'est très difficile d'occuper une position où on n'est pas mis en forme automatiquement, y compris par la lutte qu'on déploie contre les formes qu'on veut détruire. Donc, c'est ça le problème de base. Puis, ce qui est intéressant avec le punk, chez Despentes et avec les théoriciens du punk que j'aborde dans le livre, c'est que c'est une expérience, le punk, ou la musique punk plus précisément, dans laquelle toutes les formes préexistantes sont temporairement détruites, d'où la destruction de l'identité. Et temporairement, j'insiste, parce qu'après la chanson, après le concert, il n'y a rien qui a changé, toutes les formes sont encore là, tout recommence comme avant, mais en même temps, tout ne recommence pas comme avant, complètement, parce que pour des gens comme Despentes ou comme certains de ces personnages qui sont très marqués par cette expérience-là, ils savent qu'ils ne pourront plus jamais être en paix avec les formes existantes. Et ça, c'est comme le truc de Despentes, selon moi, cette expérience de destruction. Le critique musical que je cite beaucoup dans mon livre, c'est Greil Marcus. Il va dire que le punk, c'est un langage de la destruction. Puis on voit ça si on regarde rapidement l'histoire du punk. Depuis le début, en 1977, il s'agit toujours, dès le début, de dire c'est fini, on ne peut plus le faire, le moment est passé. Si on continue, on va trahir, on va récupérer, ça va devenir une forme comme une autre. Et donc on change de nom. Ça va devenir très vite le post-punk, le new wave, le hardcore. On change toujours de nom pour ne pas s'enfermer dans une forme. Mais quelque chose qui reste constant, il me semble, c'est la forme comme destruction. Et la possibilité aussi, évidemment, de réécouter les vieux morceaux à toutes les époques, à tous les moments, pour convoquer une expérience qui détruit les formes existantes, quelles qu'elles soient. Donc ça, pour moi, c'est le truc de Despentes, c'est son arme secrète, on pourrait dire, qui lui permet de penser la fluidité et la dichotomie d'une manière nouvelle, c'est-à-dire ces personnages se lancent dans des entreprises de destruction qui n'ont pas le temps, dans leur combat contre les formes dominantes, leur combat n'a pas le temps de s'établir comme une forme, parce que la destruction est toujours à reprendre. La soif de fluidité est jamais rassasiée. Et c'est tant mieux, il me semble. Oui, puis dans la plupart de ses livres, l'ordre finit par reprendre son bon droit contre cette violence-là aussi, comme si, du coup, la violence ne peut pas devenir la forme, puisque c'est la forme d'avant qui, comme dans Baise-moi, ça finit avec la police. Oui, le retour de l'ordre, ça Ouais. participe aussi de ça. Donc, la destruction de l'identité, le retour de l'identité,
C'est toujours quelque chose de très violent chez Despentes. On le voit, c'est toujours en deux parties. C'est vraiment, elle a des obsessions, c'est toujours construit. On voit, juste pour prendre deux exemples, si on prend Baise-moi et Vernon-Subutex, Baise-moi, c'est construit en deux parties d'égale longueur à peu près. Au début, c'est le monde de la dichotomie. Les deux personnages, Nadine et Manu, on leur rappelle toujours que c'est des femmes, c'est des pauvres, c'est des travailleuses du sexe. Donc, il y a la violence économique, la violence sexuelle, la violence raciale. C'est le monde de la dichotomie. Puis la deuxième partie, quand elles s'improvisent tueuses en série, elles se mettent à tirer sur tout ce qui bouge. Elles s'engagent dans une orgie de destruction, finalement. Mais là, c'est le moment de la destruction de l'identité. Ça va tellement loin, leur furie de destruction, qu'il n'y a pas d'identité qui peut entrer là-dedans. Elles deviennent des monstres, elles deviennent tout sauf une forme identifiable. Même l'une l'autre. La première partie, c'est un chapitre de Manu, un chapitre de Nadine, un chapitre de Manu, un chapitre de Nadine. Oui. Ça? Après ça, c'est les deux en même temps. Exactement. Oui, c'est bien vu. Puis elles sont comparées à un monstre à deux têtes. Puis si on prend Vernon-Subutex, si on prend le premier tome et le deuxième tome, encore une construction en deux parties où le premier tome, c'est des anciens amis qui sont séparés par leur identité, par les dichotomies sociales. Toute la violence dichotomique est partout. Puis la deuxième partie, je dis vite parce que je veux pas, il faut lire le livre. Donc la deuxième partie, les gens se retrouvent, il y a beaucoup plus de place pour la fluidité, puis ça se passe de façon plus pacifique, plus utopique que dans Baise-moi, mais la violence n'est pas très loin, elle revient tout de suite après, puis il faut voir que c'est ça, je vais laisser ça pour la prochaine question peut-être, mais la destruction, c'est un côté très très violent, mais ça a aussi un côté... de révélation, c'est ça? Donc, je vais te laisser enchaîner. Ton livre se clôt sur l'idée de la révélation la révélation punk ou la révélation du punk. Tu me diras c'est quoi la bonne formulation. Puis c'est vraiment intéressant. Tu relis cette idée-là, celle de l'apocalypse, en faisant remarquer que l'exergue de Baise-moi, donc le premier livre de Despentes pour les non-despentiens ici, l'exergue de Baise-moi, c'est magnifique, c'est parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai par ma bouche. Et là, elle dit Dostoïevski, les damnés, et toi, tu dis c'est Dostoïevski, certes, mais c'est d'abord l'Apocalypse. Oui. Et donc là, tu vas relier cette idée de la révélation punk à une forme de l'apocalyptique, peut-être, chez Despentes. Donc, je me demandais si tu pouvais nous expliquer un peu plus, c'est quoi, en quoi consiste cette révélation punk, cette révélation du punk chez Despentes, et le lien que tu t'en fais avec l'Apocalypse. Juste la révélation. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est ça, les deux premiers chapitres, c'est fluidité, dichotomie, et ensuite, le troisième et dernier, c'est révélation. Il y a un chapitre avant ça, mais donc, sur le chantier Miss, donc, vous verrez. Donc, le dernier chapitre sur la révélation. C'est bête parce que c'est mon chapitre préféré, en plus, sur le chantier, avec Wittig. Ah oui, je suis désolée. Sur la révélation. Je vais peut-être en parler un peu. Donc, la révélation, ça vient de la citation, ça vient de l'Apocalypse, mais ça vient d'abord de la citation d'un personnage de Vernon-Subutex, Alex Bleach, un ancien chanteur punk devenu chanteur un peu populaire, il parle de sa jeunesse, il dit « Quand j'ai découvert cette musique-là, c'était comme une révélation. » Il dit « La minute d'avant, c'était le désert, et tout d'un coup, ça s'était levé en moi. » Il dit aussi « On était en guerre contre la tiédeur. » Puis là, ça me fait penser évidemment à l'exergue de Baise-moi qui dit « Parce que tu es tiède, je te vomirai par ma bouche. » Et là, évidemment, Apocalypse, dans le mot Apocalypse, il y a révélation. En anglais, c'est The Book of Revelation. Donc, l'Apocalypse, ça dévoile et ça détruit. Oui. Ça révèle et ça détruit. Et ça change tout. Et donc, la révélation d'Alex Bleach, c'est la découverte de la musique punk, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est la découverte. Il dit la minute d'avant, la seconde d'avant, c'était le désert. Et là, je me posais la question, qu'est-ce qui explique le désert? Qu'est-ce que c'est le désert? Pour moi, c'est le vide intérieur. C'est avant qu'on soit rempli par la révélation, il y a le vide, il y a l'ennui. Et là, on retrouve l'idée de la tiédeur. Ce qui est le juste milieu, ce qui est ni chaud ni froid, ce qui est tiède, ce qui fait qu'on ne se sent pas vivre, ce qui fait qu'on sent un grand vide à la place de la vie. Puis la révélation, c'est
la découverte d'une musique qui change notre vie pour toujours, mais c'est aussi la découverte qu'on ne vivait pas vraiment avant. Et c'est lié, je pense, à l'identité. La tiédeur, c'est lié à l'identité, c'est-à-dire à la forme qui nous empêche de vivre, qui, sans qu'on le sache, jusqu'à la révélation. Et la révélation, donc, c'est, si on le lit à son origine dans l'Apocalypse, si on la lit à l'Apocalypse, la révélation, c'est évidemment une expérience très violente et c'est lié à ce que j'appelle la destruction de l'identité. Parce que l'identité, qu'est-ce qu'il y a de beau, de positif dans la destruction de l'identité? La destruction, c'est quelque chose de très violent, mais c'est aussi quelque chose, et là j'en parle longtemps avec Despantes et aussi avec Preciado dans le livre, c'est quelque chose qui est lié à la puissance. Pas seulement à la violence, mais aussi à la puissance. Au sens de ce qui est en puissance, ce qui n'est pas encore mis en forme, ce qui est en train d'être mis en forme, mais qui n'a pas encore une forme établie. Donc, ce qui est en puissance. Il y a beaucoup ça chez Despantes, il y a beaucoup ça dans la destruction de l'identité. Il y a la puissance, et la puissance, c'est le possible, c'est l'ouverture. C'est la vie qui s'ouvre et qui commence à vivre quand elle se rend compte qu'elle ne vivait pas. Et la puissance, l'identité, donc, on pourrait dire que c'est la domination de ce qui est en puissance par la forme. C'est la domination de ce qui est déjà formé. C'est la domination de ce qui n'est pas encore formé, de ce qui est en puissance par ce qui est déjà formé. On pourrait dire aussi que l'identité, c'est la détermination du présent et du futur par le passé. Donc, je fais ce que je fais parce que je suis ce que je suis. Tout est déjà décidé d'avance. Le possible est toujours déjà épuisé d'avance. On est dans le désert. On est dans la tiédeur. Et la destruction de l'identité, la révélation du punk, ce que ça ouvre, c'est la puissance qui permet l'action, qui permet, parce que dans le monde de l'identité, dans le monde des formes, tout est déjà fait tout le temps. Donc, on ne peut rien faire, c'est ça qui est difficile. Tout est déjà fait pour nous, on a juste à subir. Et dans le monde de la puissance, on peut faire des choses, enfin. Donc, c'est ça qui est de beau dans la révélation. C'est ça qui fait qu'on sent que, Alex Bleach dit « Les loups se sont levés en moi ». Et là, dans Baise-moi aussi, il y a la citation de Baudelaire qui parle des loups qui courent dans le désert. Donc, c'est ça. Entre Baise-moi et Vernon Subutex, il y a des liens absolument fascinants comme ça. Donc, c'est ça la révélation du punk. Merci beaucoup. On peut prendre des questions si vous en avez. Donc, j'ai l'impression de m'auto-animer. Je conseille vivement. Puis en plus, si vous voulez lire le livre de Louis Thomas, c'est vraiment maintenant qu'il faut vous le procurer parce qu'il est très difficile à faire venir sinon, parce qu'il est publié à Liège. Donc, sautez sur l'occasion. Merci de vendre la marchandise. Maintenant, vous avez... oui, n'importe d'accord, je vais donner une thèse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui? Oui, bonjour, je suis arrivée un petit peu à la moitié. Allô? Je suis arrivée un petit peu à la moitié. Bon, vous parlez beaucoup de destruction du Thomas. J'avais une question. Est-ce que ça t'a tenté à un moment donné de relier ça à la théorie du chaos? Parce que tu me parles de destruction, je pense à la théorie du chaos, et puis le chaos est là pour brasser tout ça. Et du chaos va naître aussi peut-être une nouvelle forme, une nouvelle vérité, une nouvelle identité. Alors, est-ce qu'on pourrait, tu penses, faire des liens entre les deux ou non? Sûrement, c'est une autre façon de parler du désordre qui est très important chez Despantes, une autre façon de parler de la destruction, de ce qui n'est pas mis, de ce qui est informe, de ce qui n'est pas en forme. Ce qui n'a pas été mis en forme, absolument, mais je n'ai pas utilisé ce terme-là, qui est quand même, je veux dire, c'est dans les théories scientifiques, mais aussi, c'est aussi dans l'imaginaire du punk, mais je ne l'ai pas employé, le terme. J'aurais pu, c'est une piste intéressante. Mais je ne l'ai pas employé, donc je ne sais pas ce que je pourrais en dire. C'est sûr qu'il y a de ça dans le punk, il y a de ça chez Despantes.
Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens à faire, non seulement avec des pentes, avec le punk aussi, mais au niveau, social et tout ça, parce qu'on t'écoute parler de la destruction. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau sociétal. Et je trouve ça toujours intéressant de pouvoir faire des liens aussi, transférer tout ça dans d'autres niveaux, ce qui fait en sorte que ton étude, elle est pertinente, ton livre est pertinent, ton point de vue l'est aussi parce qu'il s'applique facilement à d'autres objets, à d'autres sujets d'étude. Mais je ferais du pouce là-dessus pour dire effectivement que c'est fou à quel point on n'est pas obligé d'avoir lu Despentes pour apprendre énormément de ton livre. C'est pas une étude de Despentes, c'est une étude avec Despentes. Puis je pense que c'est vraiment ça la force du livre. C'est fin ça. Oui, j'avais une question pour Léonore. Tu parles de contrat prostitutionnel, mais de la manière dont j'ai pas lu ton livre. Mais ça fait un mois qu'il sort. C'est ça. Et tu parles de contrat. Sous-entends en tout cas dans ta discussion que c'est entre deux personnes. Oui. Mais c'est un contrat qui implique d'autres personnes souvent. Oui. Puis j'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que c'est un contrat qui est peut-être un bon contrat s'il est entre deux personnes. Peut-être qu'il devient mauvais s'il y a une troisième personne. C'est vraiment une bonne question. J'ai fait cette précaution méthodologique au tout début, à la fin de mon introduction. J'ai 2 petites notes, donc juste pour dire que l'une étant cette thèse, excusez, déformation, ce livre, ne s'intéresse qu'à l'échange prostituée-client et donc exclut la question du proxénétisme, qui pour moi est une autre question complètement, qui est une question qui m'intéresse énormément par ailleurs, qui effectivement change complètement la donne, je pense. Quand j'essaie beaucoup de réfléchir à la question du proxénétisme en ce moment, puis je me suis rendu compte que j'arrivais juste à y penser avec des livres où il n'y a pas de prostitution, ce qui est un peu contre-intuitif, mais parce que j'ai toujours l'impression que quand on parle de proxénétisme ou quand on parle de prostitution, on est pris, on est englué dans notre idée nécessairement un peu préfaite, pas nécessairement morale, mais il y a quand même, c'est difficile de parler de proxénétisme sans trouver ça mal. T'sais. Puis je pense pas qu'on devrait ne pas trouver ça mal, mais je pense que ça empêche de penser le contrat parce qu'on est pris dans quelque chose qui est là, on est pris dans une forme. Donc, ce livre ne traite absolument pas du proxénétisme. Ce qui aurait été très intéressant, je pense qu'il est très intéressant à penser avec Duras. Donc là, vraiment, je l'ai évacué parce que le proxénétisme chez Duras, c'est grandiose, j'ai envie de dire. C'est la proxénète de sa mère, d'une certaine façon, mais aussi son rapport à Yann Andreas, c'est un rapport de proxénétisme. Quand Yann Andreas parle, Yann Andreas, c'était le copain de Duras qui avait 30 ans de moins qu'elle et tout, puis quand il parle d'elle, il dit déjà, je parle, puis j'ai peur qu'elle ne soit pas d'accord avec ce que j'ai dit. Elle me dit comment m'habiller, elle me dit comment marcher. Donc, puis une fois, j'étais allée voir un film magnifique, mais je ne l'ai pas trouvé au Québec. J'étais vraiment chanceuse à ce moment-là, j'étais en France. Vous ne désirez que moi, qui est la reprise de l'entretien que Yann Andrea a fait avec Michel Manceau, où il parle de Duras. Puis c'est Swan Arlo qui jouait Yann Andrea. Puis après ça, c'était la première. Je sais pas, j'étais chanceuse, je viens d'arriver en France. Puis là, il dit, au début, et donc il racontait son rapport au rôle. Il dit, j'ai lu le rôle, puis je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est moi, Yann Andrea. Puis parce qu'il s'est vraiment projeté dans ce rapport-là, finalement, un rapport proxénète avec Marguerite Duras. Puis là, il fait lire le script à sa copine. Puis là, sa copine lui dit « T'es vraiment Marguerite Duras? » Fait que là, il se disait « OK, tout le monde s'identifie à ça. » Puis là, je trouvais ça vraiment intéressant tout à coup parce qu'on sortait le proxénétisme du proxénétisme. Fait que oui, il y a vraiment une autre façon de penser ce contrat-là, puis c'est un autre contrat, puis il n'est absolument pas abordé dans le livre. L'autre note, c'est que j'ai pensé de façon très hétérosexuelle. Tout est très hétérosexuel dans le livre. Je pense que je mentionne Rachilde 2 fois. C'est je ne sais pas si j'ai envie de dire que c'est un défaut. C'est un défaut, c'est sûr, mais c'est aussi un point de vue. C'est-à-dire que je suis allée avec une majorité, c'est sûr, mais je pensais aussi le rapport entre les sexes. Donc, je me base beaucoup sur la phrase de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, qui est aussi une question hétérosexuelle. Donc, mais en même temps, tu nous expliques Preciado comme personne d'autre. Oui. Tout au long du livre. Donc, je tiens à préciser quand même. Je ne suis pas réfractaire à ça. Oui, mais si je me souviens bien, non seulement il n'est pas question de proxénétisme, mais tu t'intéresses principalement, sinon exclusivement, au cas de prostitution où c'est le choix de la femme de faire ça. Par exemple, dans Belle de jour. Ah oui, je mentionne Belle de jour. Bon souvenir parce que je le mentionne une fois. Belle de jour, quand je parle de masochisme.
en fait, c'est que la question de c'est vrai, c'est vrai et pas vrai, boule de suif, c'est pas le cas, par exemple, mais c'est que la question du choix et de la coercition, c'est tellement une grosse question que pour moi, c'est une autre question. Et puis je pense pas que ça entre pas en lien avec toujours la question prostitutionnelle, la question de la coercition ou du choix. C'est juste... je le trouvais déjà gros. Je la trouvais déjà trop grosse, ma thèse. Ça change toute la question. À partir du moment où on le pense comme ça change toute la question. Je veux dire, est-ce qu'on a le choix dans le capitalisme? Je pense que Marx dirait non, jamais. Donc, puis là, je viens de faire exactement ce que je reproche à tout le monde dans mon livre, qui est de faire la métaphore directe, là, comme ça, entre capitalisme et prostitution. Mais donc, la question du choix, effectivement, je ne l'aborde pas du tout. Ou très peu. Je l'aborde un peu pour critiquer ceux qui l'abordent. Mais je ne propose rien d'autre. Mais merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là.